Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à LCA Télévision. Bienvenue à l'émission Franc-Parler. Aujourd'hui, il sera essentiellement question de la lutte contre le coronavirus au Burkina, actualité oblige. Et notre invité n'est autre que le docteur Alfred Ouedraogo. Il est biologiste, il est également enseignant à l'université Joseph Kizerbo. Il est le secrétaire général du syndicat des médecins du Burkina. Docteur Ouedraogo, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous allons essayer de comprendre c'est quoi le coronavirus. Nous allons parler également de la façon dont cette maladie est combattue par les autorités burkinabè et nous allons aborder quelques questions liées justement à la lutte syndicale puisque vous êtes un responsable syndical avec nous ce soir sur ce plateau. Alors, tout d'abord, on parle de la lutte contre le coronavirus. Il y a des gestes qui sont déjà beaucoup connus et par les Burkinabés, parmi lesquels le port du masque, puisque vous êtes sur ce plateau avec un masque. Est-ce que vous pouvez commencer par nous dire quel est le bien fondé justement du port du masque dans le cadre de la lutte contre le coronavirus? Ok, merci. La plupart des Burkinabés ont suivi les mesures de distanciation sociale, Oui. les mesures barrières, pour que les téléspectateurs puissent bien comprendre. Il faut repartir sur même la définition de ce virus, de cette pandémie. Oui. Le coronavirus, comme son nom l'indique de façon simpliste, virus corona, donc c'est des virus à couronne. Et ces virus-là, c'est des virus à ARN. Donc, pour dire qu'il y a des virus à ADN, Oui. mais en l'espèce, ce virus est à ARN. Alors, de plus en plus, on apprend à connaître de ce virus. Oui. Au départ, l'on s'accordait à dire que la contagion se faisait uniquement par les postillons et qu'il fallait une distanciation de 1 mètre, voire 2 mètres, Oui. parce qu'on estimait que le poids des postillons avec la pesanteur faisait en sorte que très vite, ces postillons se retrouvaient au sol et que à partir du moment où on est à 1 mètre, 2 mètres, le problème ne se posait plus. Mais évidemment, c'est un virus qu'on ne connaissait pas. De plus en plus, un certain nombre d'articles aux États-Unis, en Chine, ont démontré, de par des études, que ce virus pouvait rester en suspension au niveau de l'air pendant 3 heures. L'étude chinoise a comparé des chambres de malades où des chambres où le malade avait des mécanismes de protection avec une désinfection de la salle, comparé à des salles où le malade n'avait pas de protection, avait une symptomatologie respiratoire bruyante, et on a filtré l'air. On s'est rendu compte, quand on a fait la biologie moléculaire, la PCR, on a retrouvé des particules du virus dans l'air. Si bien que, avec le recul qu'on a vu à Wuhan, où toute la population, quand on voyait évidemment à la télé, portait des barrières pour limiter l'éjection des postillons, et aussi avec l'étude américaine, beaucoup de pays se sont ravisés en disant, ben tiens, jusque-là, le mode de contagion connu était de type gouttelette. Tout à fait. De plus en plus, on pense que la contagion peut se faire par le biais d'aérosols, autour dont vous avez quelques gouttelettes quand vous éternuez qui ne dépassent pas 5 microns, pouvaient rester suspendus. Ce qui a amené d'ailleurs l'Académie de médecine de la France à estimer la semaine dernière qu'il fallait aller dans le sens à faire en sorte que toute la population puisse porter des masques. Et rien qu'aujourd'hui, nous avons vu une note réglementaire au Bénin où tous les pays du littoral, et le président Talon a pris une note pour obliger le port du masque à l'extérieur. Il faut dire également que à l'extérieur, c'est-à-dire en dehors des quand maisons. vous sortez dans la rue, en réunion, même dans des endroits où vous êtes plusieurs, et donc cette disposition-là existe au Bénin maintenant, et c'est de notre avis une façon aussi
non seulement d'avoir des précautions parce qu'on n'a pas un recul, parce qu'il y a peut-être 2-3 articles, mais comme vous le savez bien, en science, il y a un certain nombre de règles, il faut que l'étude soit à large échelle, randomisée, répétitive, qu'on a suivi tous le débat avec le professeur Raoul, où les scientifiques estimaient que ce n'était pas à large échelle, ce n'était pas randomisé. Mais le principe de précaution commande que tant qu'on ne connaît pas très bien l'épidémiologie, tant qu'on ne connaît pas très bien les secrets de cet agent pathogène, qu'il faille prendre des précautions parce que ce n'est pas exclu que cela puisse contribuer à la contagion. Mais du reste, pour nous, c'est aussi une manière d'ailleurs intéressante pour l'Afrique, pour les pays pauvres comme le nôtre, de se confiner. Si toute la population arrivait à porter ses masques à l'extérieur, c'est une forme de confinement, mais en permettant à cette population de travailler. Je rêve que d'ici là, les policiers exigeront tout le monde dans les marchés à porter cela. Parce que si tout le monde porte cela, ça ne poserait plus de problème. Les gens pourront sortir travailler et l'activité économique pourrait... Alors, docteur, voici qui est assez intéressant. Je pense bien qu'on va revenir justement dans le courant de cette émission sur le port du masque lorsqu'on va aborder les autres gestes barrières pour freiner l'élan du virus au Burkina un peu partout. Alors, mais on peut revenir un peu sur la définition également de cette maladie-là, le coronavirus encore appelé Covid-19. Qu'est-ce que c'est en français facile? En français facile, c'est un virus, c'est des microbes, comme il y en a beaucoup, qu'il y a plusieurs types de grippe. Pour cette espèce de grippe, on s'est rendu compte que très rapidement, on pouvait avoir des complications pulmonaires. Et alors, ce n'est pas différent de la grippe que nous pouvons avoir. Mais malheureusement, ce coronavirus a subi des mutations qui le rendent beaucoup plus pathogène que la grippe banale que nous pouvons avoir. Évidemment, quand vous avez une grippe, il y a ce qu'on appelle en médecine un syndrome grippal. Vous avez une toux, une fièvre, des céphalées, des rhinorrhées souvent. Et dans le cas du COVID-19, vous avez souvent de l'anosmie, c'est-à-dire vous ne sentez plus les odeurs, la perte du goût. Et aussi, vous avez des situations où il n'y a pas de rhinorrhée. Vous avez aussi des situations où vous avez la toux, vous n'avez pas de rhume, le nez ne coule pas forcément, vous avez des céphalées. Mais il faut simplement retenir que quand vous êtes fatigué, vous avez des courbatures, vous avez des céphalées, vous avez une toux, vous avez de la fièvre, et une gêne respiratoire, il faut penser très rapidement au coronavirus. Ça peut ne pas être cela. Ça peut être une grippe banale. Ça peut être une toux bactérienne, ordinaire. Mais néanmoins, dans le contexte épidémiologique actuel, quand vous avez ces symptomatologies, première chose à faire, considérez-vous positif jusqu'à preuve de contraire. Et pour le faire, il suffit déjà simplement de se protéger. Dès que vous mettez les barrières de protection, même si vous êtes positif, vous évitez déjà de contaminer votre entourage, votre famille, le temps que l'on puisse faire le prélèvement pour vérifier. Mais attention également, il y a des pièges dans ce prélèvement. C'est aussi l'occasion de rappeler à la population qu'au début de la pathologie, si on vous prélève, le test va revenir négatif. Parce que vous n'avez pas eu le temps de l'incubation pour qu'on retrouve le virus au niveau de vos voies aériennes. Donc il faut quand même un certain temps pour que l'organisme puisse commencer à être le siège de la réplication de ce virus pour qu'on puisse. Et c'est dangereux parce que quelqu'un peut avoir des céphalées rapidement et on court, on lui fait un prélèvement, c'est négatif, la personne va se croire en bonne santé. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, docteur, que la période d'incubation, si on fait le test, ça peut être négatif pendant la période d'incubation, c'est-à-dire les 2 semaines que l'on a estimées entre le temps où on a contracté le virus et le début des premiers symptômes? Si c'est au début, ça peut être négatif. Voilà pourquoi, idéalement, il faut attendre le début des signes avant de faire le prélèvement. Donc, j'en appelle aussi à la population. Il ne faut pas toujours paniquer parce que j'ai des céphalées, il ne faut pas toujours paniquer parce que j'ai une fièvre, parce qu'on a toujours d'autres pathologies qui nous donnent la fièvre. Il y a le paludisme, il y a de la dengue. Mais quand l'ensemble de ces signes sont réunis
céphalée, toux, fièvre, courbature, difficulté respiratoire, ou le fait de ne pas sentir, ou le fait de perdre un certain nombre de goûts, etc. Là, vous pourriez y penser. Mais là encore, il ne faut pas très vite paniquer, il ne faut pas très vite être dans une situation de psychose, parce qu'en fin de compte, c'est dangereux. Vous pourriez, parce que évidemment, on n'a pas beaucoup de tests, mais si on avait beaucoup de tests, on aurait pu vous prélever, on va vous déclarer négatif, et quelques jours après, vous faites la maladie. C'est encore plus dangereux. C'est plus dangereux. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, pour un patient, vous avez cité un certain nombre de symptômes pour le coronavirus, pour un patient, un sujet qui a l'un ou l'autre de ces symptômes, il doit s'inquiéter, ou alors il faut avoir l'ensemble de ces symptômes à la fois pour penser au coronavirus? Alors, vous avez un certain nombre de critères par pays. Vous avez des algorithmes qui estiment que quand vous avez céphalée, fièvre, tout, ces trois éléments, quand vous avez deux de ces éléments, on peut vous considérer comme cas potentiellement suspect. Mais tant que vous n'avez pas ces deux éléments, des trois items, non. Et bon, vous avez des protocoles qui estiment qu'il faut avoir les trois éléments. Mais dans tous les cas, si vous avez une toux, une fièvre, des céphalées, une sensation de fatigue, bon, en général, on peut vous en suspecter. Mais il faut aussi se raviser qu'on peut avoir ce qu'on appelle dans notre jargon des formes possibles symptomatiques. Des formes où la personne n'a que des céphalées 2 jours et ça passe. La personne a une fièvre 1 journée, 2 jours et ça passe. Il faut savoir que la règle pour ce virus est que sur 100 personnes qui vont contracter ce virus, 80% ne vont pas faire la maladie, ne vont même pas souvent sentir les signes dont on évoque. Donc, ça va passer de façon 80%, fugace. ils peuvent ne même pas le savoir. Peut-être que vous et moi, nous avons eu, et c'est passé sans qu'on s'en rende compte. C'est autour de 20% qui vont manifester quand même des signes et qui vont orienter vers le dépistage. Et parmi ces 20%, on pense que 5% vont faire une complication de détresse respiratoire, et 5-10%, ça dépend des articles, qui pourraient nécessiter une prise en charge en réanimation. Mais sinon, la règle est la guérison. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on dit que la règle est la guérison qu'il faut se dire « off, c'est une banalité ». Non, nous le disons parce que vous pouvez contracter, ne pas en développer et contaminer vos familles. Tout à fait. Donc, et c'est ça aussi l'aspect pernicieux de ce virus. Voilà pourquoi il faut toujours respecter la distanciation physique. Donc, ne pas vous approcher 1 mètre, 2 mètres idéalement. Touchez toujours au creux. Mais attendez, je vois des gens qui touchent au creux du cou, mais ils se coignent le coude pour se saluer. Mais attention, entre là et puis là, le virus passe rapidement. Donc, il faut éviter même ce contact physique-là. Et évidemment, quand vous sentez des signes, considérez-vous comme positifs. Protégez-vous. Je vais plus loin en disant que mon souhait est que on en arrive à des situations où toute la population soit en confinement externe avec des barrières de protection. Et je crois que ça va casser la spirale. D'accord, on va en parler. Je voudrais, pour la suite de cette émission, que l'on revienne, docteur, si vous le permettez, sur les mesures de prévention individuelles contre le coronavirus. Vous avez parlé de cette barrière sociale, les mesures de distanciation. Est-ce qu'on peut expliquer en détail pourquoi on demande aux gens de ne plus se rapprocher, de garder une certaine distance estimée à au moins 1 mètre les uns des autres? Alors, je parlais tantôt de la contagion type gouttelette. On estime que quand vous éternuez, quand vous touchez, on a tous vu la loi de la pesanteur, on estime que quand vous projetez comme des projectiles, au bout d'1 mètre, 2 mètres, ce projectile-là va retomber. C'est comme si je lance mon bic, au bout de quelques mètres, d'une distance donnée, ça va retomber. Donc on estime que les gouttelettes, les postillons que vous allez rejeter, au bout d'1 mètre, 2 mètres, donc si je suis à 2 mètres de vous, si je parle, il y a des chances que ce postillon-là, ce que je vais rejeter, tombe. Mais attention, je vous dis que de plus en plus, il y a des études qui estiment que quand vous avez des postillons de micro-gouttelettes qui sont autour de 5 microns,
ça peut rester suspendu. Ça peut être des aérosols suspendus. Et là, voilà pourquoi des pays comme la France, beaucoup de pays commencent à généraliser le port de masque. Parce que là, au moins, même si j'ai des postillons, même si je suis infecté, je protège mon environnement. Je protège celui... Par exemple, quand moi je suis en train de parler beaucoup, il y a des gouttelettes qui vont sortir, mais ce que j'ai mis vous protège surtout. Et voilà pourquoi chacun doit protéger l'autre. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément de ces mesures de prévention individuelle, c'est le lavage des mains. Parce qu'évidemment, on ne le dit pas assez. La main, c'est la partie plus sale de l'organisme. Ah oui, parce que ça va partout. Ça va partout, ça touche du tout, ça attrape tout. Et il y a les ongles qui hébergent de micro-organismes. Donc, il faut pouvoir laver correctement ses mains avec du savon. Et bien, comme on l'a si bien présenté, il faut d'abord mettre le savon ou votre gel à ce niveau. Et le fait de mettre vos ongles, ça permet au gel hydroalcoolique ou au savon de pouvoir entrer dans les interstices de vos ongles. Et là encore, vous faites pareil. Voilà, vous faites comme l'autre main, vous faites comme ça. Ensuite, les espaces là, vraiment il faut faire ce que nous appelons un lavage chirurgical. Parce que le chirurgien, quand il rentre opérer, ne doit pas apporter des germes sur son malade, il doit se laver correctement. L'idéal, ce n'est pas être obligé de refermer votre robinet. L'idéal, c'est de ne pas être obligé de toucher votre gel. Après, mais qu'à cela ne tienne, il faut, en vous lavant les mains, vous désinfectez votre robinet, vous lavez la tête du robinet ou le bouchon de gel pour qu'in fine, si vous finissez, vous ne repartez pas prendre des germes. Évidemment, l'idéal, c'est les lave-mains ou à pédale. J'ai vu un jeune soudeur qui en produisait. Je crois que c'est des genres d'initiatives que l'État devrait encourager. Alors, donc, je parlais tantôt de lavage des mains, des gels hydroalcooliques, mais attention, il ne faut pas aller dans la fabrication toute hasardeuse. Il y a des normes. C'est heureux que j'ai vu que le ministère du Commerce a fait sortir un arrêté pour encadrer les normes de fabrication du gel, mais aussi des normes de fabrication pour les cache-nez, pour que nos acteurs au niveau endogène puissent produire des cache-nez avec du faisceau d'amphanie. Je crois que ce sont ces mesures endogènes-là qui vont nous permettre de nous en sortir et de casser vraiment cette inflation de la contagion du virus. Alors, on va parler une fois de plus du lavage des mains. Vous l'avez expliqué ici, le lavage des mains à l'eau et au savon pourrait remplacer le gel hydroalcoolique ou vice-versa. D'après vous, lequel des procédés est le plus efficace entre l'eau et le savon d'un côté et le gel hydroalcoolique de l'autre? Non, le mieux c'est le savon. Comme je vous l'ai dit, avec votre virus à couronne, le savon va détruire couronne et les particules génétiques qui sont à l'intérieur vont glisser, tomber et ça ne va plus être efficace pour infecter. Mais en l'absence d'eau et de savon, on peut utiliser le gel hydroalcoolique à défaut, qui est virucide, bactéricide et fongicide. C'est-à-dire ça tue les virus, ça tue les bactéries et ça tue les champignons. Le problème avec le savon, c'est que des études ont montré que quand bien on sait que le savon tuait les virus, malheureusement le savon peut être le nid d'autres germes. Mais l'avantage du gel hydroalcoolique, c'est que bon, comme il n'y a pas d'input externe à l'intérieur, on estime que c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus convenable. Mais dans tous les cas, quand il s'agit de lutter contre le coronavirus, le simple fait de se laver les mains suffit déjà. Alors, quand on parle de lavage des mains toujours, on a le sentiment aujourd'hui que le message est passé parce que dans la ville de Ouagadougou, on constate que à l'entrée des commerces, il y a ce dispositif de lavage des mains, dans les domiciles également. On constate effectivement qu'il y a des gens qui demandent aux visiteurs de laver les mains avant d'avoir accès à un commerce donné. Est-ce qu'en se lavant les mains à l'entrée d'un commerce en tant que client, on se protège soi-même ou on protège ceux qui sont à l'intérieur?
Non, évidemment, quand vous rentrez dans un commerce, dans une boutique, Oui. en lavant les mains, vous protégez ceux qui sont à l'extérieur. Mais en fin de compte, vous protégez. Vous-même, oui. Parce que de toutes les façons, vous pouvez amener le germe à l'intérieur Oui. et quelqu'un va venir prendre ce germe et vous réinfecter après. Ouais, tout à fait. Donc, dans tous les cas, on protège la société et chaque fois qu'on arrive à protéger la société, on se protège soi-même. Mais aussi, quelqu'un qui vous a précédé aurait pu amener des germes et vous venez prendre. Mais il ne suffit pas de laver les mains à l'entrée et de rentrer dans ce commerce et toucher par-ci, par-là, fait, et toucher les étals, et toucher les objets. En principe, vous devrez regarder, éviter de tousser, mais aussi, surtout un élément qui est capital. Oui. Aujourd'hui, nous avons des supermarchés avec une ventilation centrale, Exactement. une climatisation centrale. Oui. Il suffit que quelqu'un éternue, ça peut être aspiré et ça peut être rejeté. Quand on le dit, des études montrent que le virus peut rester en suspension pendant 3 heures. Donc, il faut faire attention. Je pense que pour les supermarchés, au-delà de lavage des mains, il faut très rapidement aller à rendre obligatoire le port du cache-nez. Ça ne coûte pas cher. J'ai vu des gens qui en faisaient à 100 francs et plus. Donc, il faut véritablement généraliser cela pour casser cette inflation de l'infection. Alors, l'autre réflexe, hein, quand on lave les mains en rentrant dans une boutique, on peut, en ressortant, le réflexe n'est pas de laver les mains, alors qu'on nous a appris effectivement que l'on peut ressortir de la boutique avec le germe, c'est bien ça. Bien Donc, c'est vous dire que le lavage des mains, c'est peut-être à l'entrée et à la sortie en même temps. Absolument. Il faut se résumer en disant il faut laver vos mains autant de fois que possible. Autant de fois que possible. C'est le plus indiqué. Alors, on va passer à d'autres mesures individuelles en tout cas. On nous dit, docteur, qu'il faut éviter de cracher par terre lorsque l'on est suspecté d'être porteur du coronavirus. Pourquoi cette mesure-là? Alors, 2 choses. D'abord, si vous crachez par terre, vous essaimez les germes au niveau du sol. Et quand on voit dans nos sociétés, les enfants sortent pieds nus, même les adultes, nous portons des chaussures et nous marchons sur ces germes. Nous allons amener ces germes dans nos salons, nous allons mettre le ventilo, ça va soulever ces germes et nous pouvons en respirer. Donc déjà, le fait de ne pas cracher, de ne pas se moucher à terre, d'utiliser des mouchoirs au cœur du cou, ça préserve l'environnement et ça nous protège tous. Et je vous disais aussi tantôt qu'on peut retrouver ça à l'air libre. Oui. Même à l'extérieur, il suffit que quelqu'un roule avec la poussière à wagon, ça soulève le virus. Parce que si quelqu'un vient juste de cracher au bout de quelques temps, ça va être un peu sec, la poussière va soulever et vous en respirez et ça peut poser un certain nombre de problèmes. Au-delà de ça, je crois que c'est des mesures d'hygiène qu'il faut avoir de façon, qu'il faut intégrer, j'aime bien le dire, dans notre subconscient, de sorte à ce que ce soit un réflexe même après cette maladie, que l'on puisse avoir ces réflexes d'hygiène. Il y a des pays où, quand vous le faites, on peut vous verbaliser, donc je crois qu'il faut éviter de cracher partout. C'est désolant souvent de voir dans les hôpitaux, ou quand vous voyez le mur, des patients crachent sur le mur. Absolument. Et parce que pour eux, bon, c'est naturel. Voilà. Donc je crois que c'est des comportements qu'il faut changer. Également, le lavage des mains, c'est un comportement qu'il faut garder même après cette pandémie. Mais les mesures d'hygiène de façon globale, parce que ce sont ces mesures d'hygiène qui vont nous protéger du choléra et d'autres types de pathologies. Et il faut véritablement que cela puisse s'incruster dans nos habitudes. Alors, docteur, on va revenir justement sur le port du masque, hein, parce que vous nous l'avez dit en début de cette émission, c'est une nécessité absolue d'après vous. On a vu effectivement le débat se mener dans certains pays où c'était dans un premier temps recommandé, ensuite c'est devenu obligatoire à un moment donné. Est-ce que vous pensez qu'au Burkina Faso, il faut évoluer vers une forme d'obligation sur le port du masque dans le cadre de la lutte contre le coronavirus? Je le pense et c'est le souhait le plus ardent que j'ai. Parce que je pense que cette manière de se confiner à l'extérieur nous permettrait d'avoir plus de résilience économique. Tout à fait. Nous permettrait de relancer notre économie parce que cette pandémie n'est pas seulement sanitaire, mais surtout économique. Vous avez beaucoup de personnes qui vivent à l'informel,
qui vivent le jour au jour. Et si ces personnes-là ne peuvent pas gagner leur pitance, bien, ça va poser un problème. Mais je voudrais aussi profiter de votre plateau pour lancer un appel. Oui. Au Burkina, on a, et un peu partout dans un certain nombre de pays, on a ce qu'on appelle des psychoses collectives qui se transforment en réalité et in fine, on se retrouve dans une situation de rejet. Ça a été le cas du port du casque. Ah oui. Où on a estimé que non, une autorité avait envoyé des conteneurs de casques. Ça, c'est vrai, et donc c'était un deal, oui. Il fallait en rejeter. Mais aujourd'hui, allez-y à Cotonou, oui. Allez-y à Lomé, tout le monde porte des casques. Ouais. Si vous ne portez pas, on vous verbalise. On met la police à contribution. Mais il y a 4 années de cela, 3 années de cela, à Cotonou, les gens n'en portaient pas. Mais là, aujourd'hui, si vous n'en portez pas, eh ben, la police vous arrête. Donc, il ne faudrait pas que si on en venait à dire de porter le cache-nez, que l'on ne dise pas, oui, de toutes les façons, c'est le business de quelqu'un. Oui. Que l'on ne dise pas, bon, ils veulent même nous tuer parce qu'ils ont contaminé ce cache-nez-là avec le Covid-19. Bon, que l'on ne dise pas, il fait chaud, on est en avril, bon, moi je suffoque. Bon, c'est mieux de suffoquer que de ne pas plus pouvoir suffoquer et d'être sous 3 mètres sous sol. Donc je crois que c'est des éléments que la population devrait intégrer et avec beaucoup plus de civisme. Et je profite aussi d'en appeler au port du casque. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'accidentés, et surtout que Ouaga, c'est la capitale des 2 roues. Aujourd'hui, vous avez des casques qui protègent un peu votre tête, même si ça protège moins le visage, et qui s'adaptent à la chaleur. Donc, il faut aller évoluer à cela. Mais disons que si vous sortez sans casque aussi, le virus peut se déposer sur vos cheveux. Enfin, bien sûr. Donc, il faut, au-delà du casque là, accepter, adhérer au port du cache-nez, parce que ça va nous permettre de nous protéger tous. D'accord. Alors, puisque vous suggérez justement le port du cache-nez pour tous, on va parler justement des techniques en ce qui concerne justement ce cache-nez, parce qu'on en voit de tous les modèles au Burkina. Alors, quels sont les types de cache-nez qui sont les mieux recommandables pour vous, autres techniciens de la santé? Alors, vous avez, le ministère de la Santé vient de faire sortir des directives, mais aussi c'est connu au niveau international ce qu'il faut. Et quand on a suivi les prescriptions de l'Académie française de médecine ou d'autres pays, c'est que la population de façon générale pourrait porter des cache-nez en tissu. Mais là encore, il faut des normes. Il faut des normes. Pas n'importe quel tissu. Oui, le coton, c'est mieux parce que ça permet de désinfecter. Et il faudrait aussi que ça puisse protéger totalement et que bon, ça puisse être suffisamment étanche. Ça, c'est assez important. Donc, pour la population, cela est important. Enfin, les cache-nez ne vous empêchent pas de recevoir le virus. Je prends un exemple anecdotique. Si vous avez votre cache-nez, si quelqu'un qui est infecté crache sur votre cache-nez, le virus va rentrer. Ah oui? Oui, parce que le virus est tellement petit que les mailles de votre cache-nez, là, en tissu, ne s'opposent pas à ce que ce virus entre. Mais l'avantage du cache-nez, c'est que les postillons, comme la taille est énorme, c'est bloqué. Et le virus étant dans les postillons. Alors, si la personne vous envoie des postillons, bon, les postillons vont rester dehors. Mais une fois que le postillon est là, le virus va migrer et rentrer. Donc, ce n'est pas parce que vous porteriez votre cache-nez que vous ne devriez pas observer les mesures de distanciation d'1 mètre ou de 2 mètres. Exactement. Parce que, au moins, vous protégez votre environnement et ça, c'est déjà bon, c'est comme un confinement. Alors, vous avez aussi des masques que l'on appelle chirurgicaux, donc que le chirurgien utilise. Souvent, là, c'est pour vous, les spécialistes? Oui, c'est pour un milieu médicalisé. Voilà, en général, le chirurgien, quand il va au bloc, il porte parce que ça bloque également les excrétions du chirurgien parce que le chirurgien ne doit pas contaminer le champ opératoire ou la plaie ouverte. Mais il faut dire que ce masque chirurgical-là
n'est pas si étanche pour empêcher aussi le virus de rentrer. Mais ça protège le malade. Le malade, d'accord. Parce que, mais il faut dire aussi que le chirurgien porte des visières, donc des barrières, pour que les gouttelettes de sang du malade ne puissent pas avoir accès à ses yeux. Parce qu'il faut savoir que si le sang tombe au niveau de vos yeux, c'est comme si c'est tombé dans... C'est comme si on a ouvert une veine et puis mettre, parce que vous allez être totalement contaminé par des micro-organismes qui s'y trouvent. Alors vous avez après cela des masques dites FFP1, FFP2, FFP3, N95, et en fonction des pays, la dénomination change, selon qu'on est dans le système francophone, anglo-saxon. Alors, donc ces masques sont à double couche. Ces masques protègent contre l'entrée du virus. Dans les recommandations au Burkina, ces masques sont recommandés aux agents de santé qui sont au poste de triage. Parce que on se dit que avec la quantité qui existe, il y a 30 000 agents de santé. Si chaque agent de santé en portait un par jour, donc vous verrez qu'on consommera 30 000 par jour. L'idéal, c'est cela. Je dis bien l'idéal. Mais à défaut, il faut au moins que ceux qui sont aux portes d'entrée, c'est-à-dire au triage, ceux qui vont trier. Et le triage aussi, il faut observer, dans un premier temps, la distanciation, parce qu'il faut aussi que la population comprenne. Avec le coronavirus, les hôpitaux sont obligés de se réadapter. Donc quand vous allez venir, il y aura un triage. Le triage va consister à faire un screening pour voir est-ce que, selon vos symptomatologies, ça ne s'approche pas du coronavirus. Soyez-en rassurés. Si ça s'approche du coronavirus, bon, il y a un circuit de prise en charge qui va être établi. Mais cela a l'avantage de vous protéger parce que plus tôt vous seriez mis dans le circuit de prise en charge Covid-19. Et donc, si ce n'est pas confirmé, on vous ressort. Mais si c'est confirmé, la prise en charge est actuellement intéressante. On vient de me rassurer que notre pays a quand même un stock de plaquenil suffisant pour prendre en charge un certain nombre de milliers de malades déjà. Donc, cela permet rapidement de vous prendre en charge et que vous ne puissiez pas avoir de complications. Donc, cela dit, c'est extrêmement important ce triage. Parce que si on ne fait pas ce triage, il y a des malades qui vont passer ces mailles du triage et contaminer en back-office beaucoup d'agents de santé. Et comme en Europe, dans certains pays, il y a des hôpitaux entièrement qui sont fermés. Et imaginez que la plupart des hôpitaux se ferment. Même les malades ordinaires, je veux dire des autres pathologies, n'auront plus de prise en charge et ça posera un certain nombre de problèmes. Alors on reste sur le port du masque. Avec vous, docteur, il semble qu'il y a une technique d'ailleurs pour porter le masque. Il ne faut pas le faire n'importe comment. Il ne faut pas également trop le toucher. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'il faut porter correctement son masque et le retirer correctement? Alors souvent nous voyons des gens qui portent le masque avec le fil qui prend, non, les deux doivent être accrochés derrière. Ensuite, si vous avez un masque avec un dispositif qui permet de serrer, là vous serrez. Et vous pouvez faire un test pour voir est-ce que c'est étanche. Voilà. Ça, c'est pour les masques FFP2. De toutes les façons, les agents de santé seront certainement formés, je pense, pour le port, et beaucoup quand même l'ont déjà utilisé. Pour les masques que les chirurgiens utilisent, ça également, la technique est connue. En principe, au bloc opératoire, on vous attache derrière. Le chirurgien porte, c'est quelqu'un d'autre qui attache. Voilà, et quand vous devez l'enlever, vous prenez pas les élastiques, vous l'enlevez et évitez de toucher cette partie. Parce que si vous touchez cette partie, vos mains peuvent reprendre le virus qui est censé être à la partie extérieure et ça peut être assez problématique. L'avantage aussi du cache-nez, c'est que on a remarqué que par centaines de fois par jour, on touche son nez, son visage, sa bouche. Donc le fait d'avoir ce cache-nez, en tout cas d'un point de vue instinctuel, on est dissuadé d'aller toucher tout le temps. Voilà, sa bouche, son nez, et ça participe à la protection. Donc il faut éviter de toucher la partie externe. Mais ceux qui ont des cache-nez,
en coton, en tissu. Vous pouvez en avoir 2. Le soir, vous enlevez, vous mettez dans un seau avec de l'eau bouillie, si c'est du coton, ou avec de l'eau du javel, ou avec de l'omo. Ça va tuer les virus, vous mouillez, et vous lavez, vous étalez, et le lendemain, vous portez chaque soir, vous lavez. Donc, je crois que c'est des mesures simples qui vous permettent d'être en sécurité. Alors, on nous a appris, docteur, que le virus rentre à travers les muqueuses, c'est-à-dire le nez, la bouche et les yeux, alors que le masque protège certes la bouche et le nez. Et qu'en est-il des yeux? Au niveau des yeux, comme je vous dis, le personnel exposé devrait porter des verres ou des visières. Mais le tropisme, c'est vraiment au niveau des voies aériennes. Au niveau des yeux, oui, mais à partir du moment où le tropisme, la porte d'entrée au niveau des yeux, c'est quand vraiment on vous injecte des gouttelettes. Voilà pourquoi il faut aussi toujours cette distanciation. D'accord, malgré tout. Malgré tout. Donc même pour le grand public, ce n'est pas un risque que de porter le masque qui ne couvre pas forcément les yeux. On n'a pas besoin de lunettes en plus. Si on ne respecte pas les distanciations physiques, c'est un risque. D'accord. Mais si on respecte, c'est pas de risque. Donc pour les masques ordinaires comme ce que vous avez, je ne sais pas si c'est un masque ordinaire ou pas, est-ce qu'il faut, combien de temps on doit le porter? Dans une journée ou 2 fois par jour ou 2 masques pour une journée? À quelle fréquence? Pour les masques portés au niveau professionnel, la littérature varie entre 4 et 6 heures, mais en fonction de l'activité thérapeutique que vous menez. Si vous êtes anesthésiste et que vous devez intuber quelqu'un, et que après, évidemment, l'acte, vous devez enlever, jeter. Ça dépend de l'acte que vous faites. Mais si c'est juste comme barrière de protection, parce que, en principe, les professionnels de la santé savent en fonction de l'acte posé, est-ce qu'il faut garder, est-ce qu'il ne faut pas garder, ils savent comment gérer. Par contre, ce que la population porte, vous pouvez le porter toute la journée. Parce que le but, c'est de conserver les postillons. Et une fois que vous rentrez, vous enlevez, vous lavez. Voilà. Donc là, c'est en tissu, il n'y a pas d'avarie, mais évitez simplement de toucher. Voilà. Ça, c'est alors, le plus on a compris cela. Il y en a qui portent certes déjà les masques à Ouagadougou, un peu partout au Burkina. Il y en a qui ajoutent également les gants. Alors, est-ce que pour un citoyen lambda qui porte les gants parce qu'il est dans un guichet, etc., est-ce qu'il est protégé réellement contre le virus en portant les gants? Il y a un piège pour les gants. Pour la petite histoire, souvent quand je voyage, j'arrive à l'aéroport, je vois les agents qui fouillent les bagages avec les gants. Ils mettent un gant, ils fouillent tout le monde. Donc quand je m'allie, quand celui qui est devant moi est fouillé, quand j'arrive, quand il veut toucher, je dis non, enlevez vos gants parce que vous allez faire des contagions croisées. C'est ça, Si le sac de celui qui était devant moi contenait des agents, vous prenez les mêmes germes, vous vous protégez, mais vous contaminez tout le reste. Les germes. Et c'est la même chose dans les guichets. Il faut des 2 choses l'une. Soit vous avez suffisamment de gants, et après chaque client vous changez de gants, ce qui n'est pas possible. Pas évident. Ou bien vous prenez le soin de désinfecter les gants avec du gel au passage de chaque client. Parce que le danger aussi des gants, c'est que vous, de toutes les façons, vous pensez que vous êtes protégé. Vous allez manipuler votre ordinateur. Sans plus désinfecter les mains, sans plus les laver. Le virus va rester et vous allez, votre table, et en partant souvent, on enlève les gants pour ranger son ordinateur. Vous allez de temps en temps toucher votre salle, surtout les dames. Parce que vous dites, bon, avec les gants, je suis protégé, mais en réalité, vous essaimez le virus un peu partout, et après, ça posera un certain nombre de problèmes. Donc, il faut régulièrement, même si vous portez des gants, désinfecter les gants après le passage de chaque client. Sinon, même vous amplifiez la pathologie, puisque vous pouvez prendre le Covid-19 et vous allez dispatcher ça avec, si vous avez eu 100 patients, si votre, 100 clients, si votre premier client a été positif, vous allez dispatcher ça à 100 autres clients dans la journée. Ce qui n'est pas souhaitable. Absolument. Alors, on va poursuivre l'entretien avec vous, Dr Alfred Ouedraogo, pour parler à présent des mesures collectives de protection contre le coronavirus. La plupart de ces mesures ont été dictées par les autorités. On a
les frontières qui sont fermées, on a les transports en commun qui sont suspendus, des marchés fermés, des maquis, bars dancing fermés également. Alors dites-nous quel est le bien fondé d'après vous de l'ensemble de ces mesures collectives de prévention contre ce coronavirus? Merci. Je crois qu'il faut saluer ces mesures parce que on ne réinvente pas la roue. On a vu un certain nombre de pays qui ont été infectés avant nous et on s'est rendu compte que les mesures de confinement ont eu un impact très positif. Ouais. Et aujourd'hui, ces mesures prises par le chef de l'État ont contribué beaucoup à stagner, sinon à freiner l'évolution. On n'est pas au pic. Il faut aussi féliciter les chercheurs burkinabés, les mathématiciens burkinabés qui ont pu modéliser, parce que aussi il faut faire des projections, et en disant que s'il y a des actions menées, au lieu que la courbe monte, la courbe peut décroître très rapidement. Et donc nous espérons et nous pensons que ces mesures-là vont faire en sorte que la courbe baisse. Évidemment, tous les pays en sont arrivés parce que la plupart des cas ont été exportés de l'extérieur. Donc ces mesures-là permettent de circonscrire. Mais comme je le dis, ce n'est pas sans conséquence. Avec la conséquence économique, avec nos États qui n'ont pas des économies assez fortes, il faut trouver d'autres alternatives. Et voilà pourquoi nous pensons que le confinement externe peut être cette alternative qui nous permettra de sauver nos économies fragiles et de permettre de lutter contre cette pathologie. Est-ce qu'il en est de même pour la mesure qui consiste à mettre systématiquement toutes les villes où il y a des cas, mettre ces villes en quarantaine? C'est ce qui se passe désormais au Burkina. Plusieurs villes sont déjà en quarantaine. Oui, parce que déjà ça permet de circonscrire le foyer. Oui. Et ça a un effet psychologique aussi. Quand une ville est en quarantaine, les gens font attention déjà. Ah oui. Donc cet effet psychologique n'est pas rien. Mais ça permet très rapidement de circonscrire le foyer, comme je le disais, parce qu'on est dans des peuplades où les gens ont des habitudes au niveau social. Et donc c'est important de ne pas exporter d'autres cas dans des contrées, dans des villes où on n'en a pas de cas. Et dès que la ville est mise en quarantaine, au moins on circonscrit rapidement le foyer au bout de 14 jours. Et peut-être si on a la chance de circonscrire le foyer au bout de 14 jours, cette ville ne serait plus en quarantaine. Alors, quel est le bien fondé d'après vous d'une mesure comme le couvre-feu qui est instauré au Burkina entre 19h et 5h du matin? D'après vous, est-ce que ça permet de briser la chaîne de contamination de ce virus-là, quand on sait que les activités que l'on interdit la nuit, on les retrouve dans la journée? Alors, il faut dire déjà que ce n'est pas cette mesure qui va être la panacée, forcément, mais cette mesure contribue. D'accord. Vous savez que beaucoup de fonctionnaires, c'est après le boulot que les gens se retrouvent dans les bars, dans les maquis. C'est des lieux de confinement, des lieux de rassemblement. Des lieux de rassemblement, mais souvent le verre utilisé est mal lavé. Et bon, ça entraîne un certain nombre d'infections. C'est vrai que dans la journée, les gens se retrouvent dans les bars, mais quand vous faites le tour le soir, pour voir l'étendue des véhicules garés dans pas mal d'endroits, le soir, la densité, la fréquence est beaucoup plus élevée. Et c'est généralement la nuit également qu'on a l'ouverture des boîtes, des maquis. En général, les gens travaillent dans la journée. Et même pour se restaurer, de plus en plus, les gens sont amenés à prendre des kits, même avant cette pandémie. Et le fait qu'on diminue, on réduit cette façon de se mettre ensemble le soir. Mais j'insiste aussi, ça a aussi un effet psychologique. Cet effet psychologique, c'est que ça met les gens en alerte. Ça met les gens dans une situation où on dit que c'est grave aussi. Et je crois que ça contribue beaucoup. Alors, on va aborder à présent le volet consacré à la façon dont la pandémie est combattue au Burkina. Le gouvernement du Burkina, à travers le ministère de la Santé, qui a mis en place un plan de réponse à la pandémie, un plan de réponse qui a été récemment révisé. Certainement que vous avez eu connaissance de ce plan de réponse. Quelle est votre appréciation d'ensemble sur le plan de réponse à la pandémie? Est-ce qu'il y a des choses à revoir? Est-ce que c'est un plan qui est opérationnel d'après vous? Alors déjà, vous prenant au mot avec un premier plan qui a été révisé, cela veut dire que
le premier plan n'était pas le bon, ou n'a pas anticipé sur ce qui devait venir, mais à leur décharge, beaucoup de pays n'ont pas anticipé sur ce qui devait arriver, donc l'on peut comprendre cela. Voilà pourquoi il y a un plan révisé. Mais ce qui a choqué l'opinion, c'est de voir que ce plan révisé, mais je vous disais tantôt avant d'entrer en émission que ce plan que nous avons pu retrouver dans les réseaux sociaux était le plan qui n'était pas entré en conseil de ministres et qu'il y a eu un certain nombre d'instructions, un certain nombre d'amendements des ministres des différents secteurs et qu'aujourd'hui, depuis hier au niveau du ministère de la Santé, toute une grande équipe est en train de peaufiner, d'élaguer ce plan. Mais nous estimons que même ce projet de plan avait quand même pas mal de récriminations et nous estimons, en tout cas le souhait que nous avions, c'est que le plan définitif qui serait validé par le gouvernement prenne en compte un certain nombre d'aspirations, que l'on mette beaucoup de crédit, on alloue beaucoup de crédit à l'équipement des hôpitaux, que l'on privilégie beaucoup plus les investissements structurants. Pas des investissements conjoncturels, parce que bon, aller louer des hôtels et autres, ça pose un problème. En fait, quand on réquisitionne dans une situation d'urgence, par exemple votre voiture, on ne va pas louer votre voiture. On va prendre votre voiture, mais l'État a l'obligation de vous rendre votre voiture en bon état. Donc on peut réquisitionner les hôtels, prendre en charge tout ce qui est charges connexes liées, mais s'il faut louer des hôtels, il faut faire un appel à concurrence. Et donc nous pensons que si on fait un appel à concurrence, la réquisition n'a plus de sens. Donc je crois que tous ces éléments-là vont être intégrés. Mais nous avons au niveau du syndicat des médecins voulu être anticipateurs. Nous avons voulu attirer la sonnette d'alarme pour que les gens prennent en compte un certain nombre d'éléments dans la finalisation du plan. Quand on comprend que l'administration reste l'administration, et que les partenaires sociaux ont le devoir, au regard de nos attributions tirant des objectifs de nos textes, qui est de défendre les intérêts moraux et matériels de nos militants, mais aussi de veiller à promouvoir la santé des populations, puisque nous-mêmes nous sommes également dans la population. Donc nous avons voulu tirer la sonnette d'alarme pour qu'un certain nombre de préoccupations puissent être prises en compte. Que dans ce projet de plan, j'appellerai un projet de plan de riposte, puisque c'est le cas maintenant, que ce projet de plan que nous avons vu qui consacrait moins de 3% pour l'équipement des hôpitaux puisse changer. Notre souhait est qu'on ait à 50-60% pour les équipements structurants, les investissements structurants. Parce qu'il ne faut pas qu'on se retrouve dans la situation de ce qu'on a vu avec Ebola, où on a payé des caméras thermiques, où ils sont. Actuellement, on est obligé de payer encore des caméras à 25 millions l'unité. Donc, il faut aller dans le structurel pour que l'on puisse capitaliser après ce qu'on a investi pour un système de santé. On peut aller à l'utilisation des conteneurs qui se trouvent. Il y a des conteneurs dans la plupart des districts. Donc, je peux vous dire, au bas mot, dans les 70 districts, vous avez au moins 4 ou 5 conteneurs entreposés vides. On peut les aménager, même mettre des climatiseurs. Après, c'est de la logistique qui servira au système de santé. On peut utiliser, il y a des salles polyvalentes où on peut compartimenter, et puis même mettre des toilettes artificielles. Il y a des toilettes mobiles où après, bon, et il y a aussi même les préfabriqués, où on peut faire des maisons préfabriquées qu'on peut démonter quand on veut, en cas de crise. Bref, je crois qu'il faut aller dans l'investissement structurant et éviter tout ce qui est conjoncturel. Et nous avons aussi appelé à minorer la part des perdièmes, parce que quand on voyait dans ce projet de plan, les perdièmes représentaient plus de 4 milliards de cents, et ça nous posait un certain nombre de problèmes. Donc il faut vraiment aller aux fondamentaux. Et nous avons aussi estimé que il ne fallait pas aller dans une stratégie de réquisition d'une partie du personnel, parce que cela est dangereux. Cela est dangereux parce que, voyez-vous, quand on met juste un petit groupe pour prendre en charge Covid-19, on pensait uniquement à la pathologie,
et on occulte les comorbidités. Pour être plus simpliste, on occulte les autres pathologies que vous pouvez. Vous pouvez être enceinte et avoir Covid-19. À ce moment, si on a une équipe spécialisée dans des pathologies respiratoires, comment on vous prend en charge votre grossesse, y compris? Si vous pouvez avoir une fracture, comment on vous prend en charge? Donc, il faut, au regard du fait que l'administration a le devoir d'assurer la continuité du service public, au regard du fait que l'administration a le droit de faire une prise en charge holistique du patient, il faut considérer l'ensemble des ressources humaines du ministère de la Santé, comme la Côte d'Ivoire l'a fait. Au lieu de faire des per diem pour une catégorie de personnes, il faut aller dans une sorte de motivation globale de l'ensemble des ressources humaines en santé. Du reste, ce que vous devriez faire, et on vous réquisitionne, vous allez prendre en charge Covid-19, vous augmentez la charge de travail des autres agents. Donc, dans tous les cas, chacun participe. Et aujourd'hui, on peut se retrouver au CSPS, on peut se retrouver au district et être en face d'un cas. Il faut se rappeler qu'aujourd'hui, on a déjà plus d'une trentaine de médecins qui ont été déjà infectés. Au Burkina? Positifs, bien sûr. Donc, c'est pour dire qu'on est une cible et ce n'est pas trop demandé de prendre en compte. Et souvent, je peux dire que ceux qui sont réquisitionnés sont plus protégés que ceux qui ne sont pas réquisitionnés. Parce que quand vous êtes réquisitionné, vous avez ce qu'on appelle des épis, tout l'arsenal de protection, et en fin de compte, mais alors, vous voyez ce malade qui arrive, et souvent, je profite, entre parenthèses, demander à la population de ne pas changer l'histoire de la maladie. C'est-à-dire? Vous avez des gens qui appellent le 35-35, je comprends. Et on ne décroche pas. La personne a une toux, fièvre, elle va dans le centre de santé, on dit qu'il faut appeler le 35-35. La personne change de centre de santé, va dire, la personne prend du paracétamol, j'ai juste mal à la tête, souvent j'ai des sinusites, ou bien non, je ne tousse pas, je n'ai jamais eu la fièvre. En fin de compte, la personne est prise en charge. C'est au cours de l'hospitalisation que la personne commence à tousser. Mais en réalité, la personne avait une toux, que la personne a une fièvre. En réalité, la personne... C'est peut-être parce que il y a un certain nombre de défaillances dans le dispositif de prise en charge. Voilà pourquoi nous appelons également le ministère à catalyser, à mettre les bouchées doubles pour que la prise en charge soit fluide. Et aujourd'hui, nous appelons également à ce que les agents de santé puissent avoir une ligne. Parce que souvent, vous pouvez avoir à gérer un cas où la suspicion est très avérée, mais vous découragez à appeler le 35-35. Donc, nous demandons évidemment qu'il y ait une ligne pour que nous puissions fluidifier, mais aussi qu'il faut augmenter le nombre de lignes. Aussi, à la population de jouer sa partition, en arrêtant des appels folkloriques, en arrêtant de s'amuser, parce que chaque fois que vous appelez pour vous amuser, c'est peut-être quelqu'un que vous tuez sans vous en rendre compte. Donc tous ces éléments-là vont nous permettre, j'en suis convaincu, de venir à bout de cela. Voilà un peu cet appel que je voudrais lancer à la population. Merci beaucoup, Dr Alphin Ouédraogo, pour en tout cas tous ces conseils. Nous sommes bientôt à la fin du rendez-vous de ce soir avec l'émission Franc Parler, mais je voudrais que l'on termine un peu avec les revendications syndicales en 2-3 minutes seulement. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat des médecins du Burkina. Où est-ce qu'on en est avec les revendications que vous aviez avant d'ailleurs cet avènement de coronavirus? Vous étiez donc en négociation avec le gouvernement. Est-ce qu'on peut en parler? Où est-ce qu'on en est? Merci. Je crois que nos revendications portées depuis des années viennent de nous convaincre que nous étions sur le bon chemin. Parce que nos revendications autour de la réforme globale du système de santé étaient une triptyque. La triptyque consistait à motiver et à redynamiser les ressources humaines, à revoir l'organisation des hôpitaux et à équiper les hôpitaux. Et ces trois éléments de la triptyque allaient permettre
de relancer véritablement le système de santé. Nous étions au premier niveau de cette critique, la motivation des ressources humaines, qui est en cours de mise en œuvre. Mais jusque-là, il y a quasiment près de 6 000 agents de santé qui ne sont pas encore reversés dans la fonction publique hospitalière. Vous avez un hôpital, l'hôpital, le CHU de Tengango, où aucun agent n'est reversé à ce jour. Ah oui? Ah oui, évidemment. Aucun agent n'est reversé à ce jour. Nous en appelons à une célérité, surtout dans ce contexte de prise en charge d'une pathologie. Il faudrait que, en dépit des sacrifices déjà consentis, qu'il y ait des sacrifices beaucoup plus soutenus pour que beaucoup plus d'équité, beaucoup plus de justice. Au niveau du syndicat des médecins avant la crise, nous avons aussi appelé à la non-application de l'UTS. Tout à fait, c'est sûr. Nous souhaitons qu'au regard de cette crise-là, on puisse, en tout cas, ne serait-ce que ce moratoire, comme nous l'avons demandé dans les multiples déclarations que nous avons pu faire. Ensuite, du point de vue de l'organisation, nous avons pu, dans le cadre de la loi sur la fonction publique hospitalière, faire en sorte que à travers nos contributions, parce que c'était une loi où l'ensemble des acteurs ont participé, beaucoup de ministères, tous les autres, tous les syndicats, les agents de santé, les sectoriels et autres. Et il faut saluer le vote de cette loi à 100%. Donc, l'ensemble des députés ont voté cette loi. Tout à fait. Cette loi indique qu'il faut réorganiser les structures, les districts en agents de gestion des soins primaires. Pourquoi les honorables députés l'ont consacré? Les honorables députés, au regard du constat fait que les soins ne sont pas recentrés au niveau de nos districts, ont estimé qu'en créant cet agent de gestion, on allait revaloriser les soins. Et malheureusement, Covid-19 vient nous rappeler qu'on a un problème de soins au Burkina Faso. Et c'est le moment à jamais d'aller très rapidement dans la mise en œuvre de l'agent de gestion des soins primaires. Le gouvernement a créé cette agence, le gouvernement a adopté les statuts, il appartient au ministère de la Santé de l'opérationnaliser. Mais nous avons l'impression que l'establishment au niveau du ministère ne veut pas opérationnaliser cette AGSP. Et pourquoi d'après vous? Parce que, deux raisons de notre point de vue, le changement. Les gens ont peur du changement. Parce qu'on se dit, bon, j'étais confortable dans mon système, mais souvenez-vous, on a toujours dit qu'on était le meilleur système de santé, notre système de santé est bon. Est-ce que vous pensez que cette assertion est vérifiée aujourd'hui au regard de ce qui se passe? Donc il faut que nous ayons le courage de faire autre chose, de ne pas continuer à garder ce qu'on... le moule, et c'est connu aussi en management, c'est difficile quand on est formé dans une moule de demander à ceux qui ont été formés dans cette moule de changer cette façon de voir. Donc il est important que les gens acceptent au moins aller dans cette réforme, cherchent à l'ensemble des acteurs de faire le point après. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Mais aussi nous estimons que l'organisation des districts en agent de gestion de soins primaires, on peut aller jusqu'à la régionalisation, va permettre à nos médecins, à nos acteurs de la santé publique de s'investir beaucoup plus dans la prévention. Parce qu'il faut le dire, je regrette, au Burkina, on ne voit pas beaucoup plus d'actions de prévention. Il n'y a pas de prévention. On est beaucoup plus accroché à la promotion de la santé. Et comme j'aime à le dire, c'est ce qui est lucratif. Mais il faut recentrer les soins et laisser les acteurs de la santé publique. Il y a d'ailleurs le One Health qui estime que c'est un concept qui amène les acteurs de la santé à interagir avec les autres acteurs. Parce que, tout le monde le sait, les grands théoriciens tels que Denver, cet américain, a dit que les déterminants de la santé, les influences sur la santé, les soins ne représentent que 5% environ. Le reste, c'est la prévention. Donc, il faut véritablement faire la prévention. Parce qu'au Burkina, en dehors de la vaccination, qui a pu casser la spirale d'un certain nombre de pathologies, mais encore cette vaccination s'appuie sur des plateaux
technique. Ouais. Donc, il faut véritablement aller à la GSP et permettre de recentrer les soins. Et au-delà de cette organisation, nous avons estimé qu'il fallait aller dans un changement de paradigme également pour l'équipement des hôpitaux. Le changement de paradigme, c'est passé par la préqualification des marques et par la préqualification des entreprises. Si une entreprise est si performante et qu'elle arrive à représenter une marque, tant mieux. Parce que le constat que nous faisons, c'est quoi? Les appels d'offres, c'est des préqualifications d'entreprises ponctuelles. Après, on va nous amener du matériel qui n'est pas de qualité et on a une multitude de matériel et ça pose un certain nombre de problèmes. Donc nous appelons et nous avons appelé à passer par ce process-là pour préqualifier le matériel, les marques. Mais après cette préqualification, il faut utiliser des procédés de leasing, d'affermage, de mise à disposition. Mais malheureusement, pour que l'affermage, le leasing puisse marcher, il faut qu'il y ait de l'activité dans les hôpitaux. Et pour qu'il y ait de l'activité dans les hôpitaux, ben, il faut un clivage public-privé. Voilà. Et aussi, il faut faire en sorte que les étudiants en fin de cycle qui sont en surpopulation, dont la formation en appel à un coup de fouet, puissent aller renforcer les centres hospitaliers au niveau des régions, avec évidemment des assistants basiques dans les 4 domaines où ils font leur clinique, pour booster l'activité dans ces hôpitaux. En ce moment, si vous êtes un vendeur de scanners et que l'activité est énorme dans l'hôpital, vous veniez déposer votre scanner et on partagera les coûts et on n'aura pas à payer cash ce scanner. Alors, on a bien compris toutes ces explications avec vous. Dr Alfred Ouedraogo, nous sommes vraiment à la fin de l'émission. Mais je voudrais poser une dernière question, elle est assez simple, j'espère que vous allez répondre de façon simple également. Le gouvernement a annoncé à un moment donné que si rien n'est fait, on risque d'atteindre le pic de 7000 personnes testées positives, des cas graves d'ailleurs au Burkina Faso d'ici la fin avril, début mai 2020. Est-ce que vous pensez à cela? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Juste en quelques secondes. Oui, le gouvernement a fait cette annonce sur la base de la modélisation mathématique, sinon ils n'ont pas inventé. Mais évidemment, cette modélisation dit que si rien n'est fait, et nous pensons qu'il faut faire quelque chose pour qu'on n'en arrive pas là. Évidemment, si rien n'est fait, on pourrait même dépasser ça. Merci beaucoup, Dr Alfred Ouedraogo. Je rappelle que vous êtes biologiste, enseignant à l'université Joseph Kizerbo. Vous êtes également le secrétaire général du syndicat des médecins du Burkina. Vous avez accepté d'être l'invité de cette émission Franc-Parler. On espère vous retrouver très prochainement sur le plateau de cette émission sur LCA Télévision. C'est à moi de vous remercier et merci à la population de pouvoir toujours observer scrupuleusement les mesures de prévention. Merci beaucoup, docteur. Mesdames, messieurs, merci à vous également qui avez suivi cette émission. C'est la fin. On renouvelle le rendez-vous pour la semaine prochaine avec un nouvel invité. Ce sera justement pour parler d'autres grandes questions. Excellente soirée à toutes et à tous en compagnie des programmes de LCA Télévision.